Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Louis Weber, je suis maintenant un retraité actif. Je travaille un petit peu comme consultant, en particulier récemment pour le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et pour d'autres. Et je peux me décrire plutôt par mon passé, par ma carrière. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à l'INSEE, dans le département de la comptabilité nationale, sous la direction d'André Vanoli. Puis je suis passé au ministère de l'Environnement comme secrétaire général de la commission interministérielle des comptes du patrimoine naturel. Ensuite, ma carrière m'a conduit à l'Institut français de l'environnement et j'ai participé là à la création de l'Agence européenne pour l'environnement qui, après quelques années, a fini par m'appeler pour venir les aider à mettre en place des éléments de comptabilité environnementale. Voilà ce que je peux dire pour le passé. Et aujourd'hui, je continue parce que, ayant été impliqué au niveau international et européen, mais en particulier au niveau international, dans le système de comptabilité économique environnementale et dans sa révision, je pense que l'expérience qui a été acquise en France à l'époque de la commission des comptes du patrimoine naturel est quelque chose de fort utile et je continue avec l'intention de mettre en pratique un certain nombre des principes qu'on a définis alors. La comptabilité environnementale, c'est un projet en fait, qui a de multiples facettes avec un objectif général qui est que l'environnement soit pris en compte dans l'ensemble des processus de décision et en particulier dans la comptabilité nationale. Mais pas seulement, il y a des réflexions sur la prise en compte sur l'intégration de l'environnement dans la comptabilité des entreprises, par exemple. Il y a pas mal de travaux qui ont été faits récemment là-dessus. Là, au niveau de la comptabilité nationale, les travaux ont commencé... on peut remonter très loin, hein, on peut remonter aux physiocrates et à Quesnay et leur manière de décrire la comptabilité nationale dans laquelle tout partait de la terre comme un bien fond, comme le bien créant la richesse. Mais plus récemment, disons que à l'époque du Club de Rome, à l'époque des premières réflexions sur les limites de la croissance, il y a eu des interrogations sur la pertinence des agrégats de la comptabilité nationale, du produit intérieur brut en particulier, pour décrire la performance de l'économie, pour savoir si on était dans une situation de progrès général. Donc ça, c'est à peu près dans les années 60. Et on a progressivement, on est arrivé à l'idée qu'il fallait procéder à des ajustements parce que le produit intérieur brut qui retrace, qui mesure des transactions qui ont lieu sur le marché, bien entendu, ignore tout ce à quoi le marché donne une valeur zéro. Ce que le marché ne prend pas en compte, ce que les économistes appellent des externalités, par exemple. Et donc l'idée a été de corriger ou de compléter le produit intérieur brut. Et dès cette époque, dès le début, il y a eu plusieurs approches qui se sont un peu opposées. Première approche visant à corriger le produit intérieur brut de choses négatives. Et cette approche
Bon, ça a été qualifié de PIB vert, calcul du PIB vert, du Green GDP ou du revenu national ajusté, etc. L'idée étant d'avoir une espèce de PIB vertueux. Cette approche a été fortement contestée par les comptables nationaux sur la base du fait que le PIB ne décrit pas, ne mesure pas le bien-être, il mesure des transactions. Et l'interprétation du produit intérieur brut en termes de bien-être, c'est une interprétation faite par certains économistes, mais les comptables nationaux n'y souscrivent en principe pas. Donc ça, c'est un premier élément de contexte, une correction du PIB dans un cadre de référence, disons, économie du welfare, avec et des approches de microéconomie un peu généralisées, agrégées. Donc ça, c'était la première chose. La réponse des statisticiens a été en partie de dire, essayons de développer des éléments de comptabilité, mais peut-être moins systématiques, mais de manière plus mesurable, plus statistique. Et par exemple, il y a eu un compte qui est toujours calculé et publié en France, qui est le compte des dépenses de protection de l'environnement, qui vise à savoir combien les administrations publiques centrales, les administrations publiques régionales, départementales, locales, les ménages, les entreprises dépensent pour la protection de l'environnement. C'est un objectif très limité, mais c'est un élément de comptabilité qui est assez robuste et qui fonctionne bien. Puis il y a eu l'idée de prendre en compte des éléments physiques dans la comptabilité économique environnementale. Et je pense que cette idée a été très influencée par des travaux de type bilan matière, par exemple, qui avaient été développés dans le temps par Robert Ayers, par exemple aux États-Unis, et où des travaux de comptabilité matière, de comptabilité de ressources naturelles physiques, tels que les Norvégiens en ont fait. Et donc cette comptabilité a eu un écho en France quand la Commission des comptes du patrimoine naturel s'est mise en place, où il s'agissait de répondre à la question, ni plus ni moins, est-ce que le patrimoine naturel de la France se maintient, se dégrade ou s'améliore. Et donc une grande commission assez importante, je pense, s'est mise en place, présidée par Robert Toulmont, qui est un inspecteur général des finances, et la partie technique étant encadrée, je dirais, par l'INSEE, pour essayer de définir quels étaient les principes de cette évaluation. Tous les aspects ont été examinés, à la fois les aspects monétaires, mais aussi les aspects physiques. Et un des points importants qui avait été souligné d'entrée de jeu, c'est que le patrimoine naturel devait s'appréhender sous trois aspects qui étaient irréductibles. L'aspect économique, l'aspect socioculturel et l'aspect écologique. Et je pense que ça c'est un patrimoine, un héritage important pour la suite. Donc, dans le cadre de ces réflexions, une première révision du système de comptabilité économique environnementale qui s'appelle SCEE, SEEA en anglais, de 1993, qui était une réponse rapide à une demande de la conférence de Rio. Donc ce système qui était uniquement orienté vers le calcul de l'ajustement du produit intérieur brut, ce système qui ne marchait pas a été révisé, a été remplacé par un système, par un document moins structuré, mais faisant état des connaissances, des meilleures pratiques en matière de comptabilité environnementale et donnant une grande place aux données physiques. Grande place aux données physiques et une toute petite place, déjà une place, mais une toute petite place
à un aspect du monde physique, qui est le monde physique vivant, c'est-à-dire les écosystèmes, qui était là un petit peu pour mémoire. L'essentiel des données physiques, c'était des comptes de ressources naturelles, c'est-à-dire, vu du point de vue de l'économie, qu'est-ce qu'apportent les différentes ressources du sous-sol, ou le bois, ou l'eau, qu'est-ce que ça apporte à l'économie. Donc c'était structuré par la comptabilité nationale, c'est une extension de la comptabilité nationale. Et donc par la suite, il a été jugé utile de réviser ce système de l'ONU. Et à l'occasion de la fenêtre qui a été ouverte, l'idée qui était dans la comptabilité du patrimoine naturel qu'il fallait faire des comptes pour les écosystèmes, avec déjà des éléments de cadrage, comme le fait que ça devait être fait avec une information à base spatiale, une comptabilité à base géographique. Cette idée-là a pu être poussée en avant, et du coup ça a eu un certain écho, parce que ça rencontrait une demande politique importante. Une demande politique importante, en particulier au niveau du Programme des Nations Unies pour l'environnement, mais même, je dirais même, des organisations comme l'OCDE, qui, toujours à l'affût des innovations, ont été assez favorables. Et finalement, donc, il a été décidé, dans le cadre de cette révision, d'avoir un volume spécial, expérimental, sur les comptes des écosystèmes. La prise en compte des ressources naturelles dans je dirais la première génération des comptes économiques environnementaux, la prise en compte de ressources naturelles physiques a donné des résultats. Et on voit par exemple que la stratégie européenne d'une Europe économe en ressources naturelles utilise comme indicateur principal la consommation de matière par l'économie comme donc, indicateur principal. Les bilans matières ont été beaucoup développés à l'instigation de l'OCDE. Eurostat et bien sûr les instituts statistiques européens ont beaucoup travaillé pour établir des bilans matières, et ce sont des données qui sont couramment utilisées. Ces données présentent un avantage, c'est que ça répond déjà à une question, la question du découplage de la croissance économique par rapport à la consommation de matière, mais ça présente des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que quand on fait des comptes en données physiques, le problème, c'est qu'à un moment donné, si on veut parler au même niveau que la comptabilité nationale, au même niveau que le produit intérieur brut, si on veut s'adresser non pas au ministre de l'Environnement, qui de toute façon est du bon côté, mais au ministre des Finances, qui a d'autres préoccupations que l'environnement, ou au Premier ministre, il faut pouvoir, à un certain moment, fournir des données agrégées. Et agréger des données physiques, c'est difficile. Alors, la comptabilité matière qui est utilisée pour calculer les indicateurs de découplage à comparer au PIB, cette comptabilité matière est faite en tonnes. Mais en tonnes de quoi? Vous allez avoir des tonnes, par exemple, de charbon, vous allez avoir des tonnes de nourriture, vous allez avoir des tonnes de diamants. Est-ce qu'une tonne de charbon et une tonne de diamant, c'est la même chose? On peut dire oui, c'est équivalent, mais c'est une hypothèse, c'est une convention, c'est une équivalence conventionnelle. On voit bien qu'il y a énormément de problèmes, et que notamment quand on veut traiter de problèmes qui sont liés à la pollution, par exemple, mettre ensemble des substances qui sont très toxiques à des doses infinitésimales, les grands matériaux qui sont traités par l'industrie ou qui sont consommés, la nourriture, également le sable et les matériaux de construction qui représentent 40% au niveau européen, 40% de l'utilisation totale de ressources en quantité physique. On voit bien que tout ça, ça fait un agrégat qui est un peu discutable. Donc il y a une fonction de mise en équivalence de tous ces produits
qui est pour calculer cet agrégat. Mais c'est très discutable. Et par exemple, l'eau n'est pas prise en compte. Et puis cet agrégat parle de ressources. Alors l'eau n'est pas prise en compte parce que ça serait des chiffres trop grands. Voilà l'argument qui est donné. Si on voulait mettre ensemble les matériaux, c'est-à-dire les matériaux énergétiques, la nourriture, les matériaux de construction, plus l'eau ferait plusieurs fois la valeur du reste. Donc l'eau n'est pas prise en compte pour ça. Et puis il y a une autre ressource tout à fait fondamentale qui n'est pas prise en compte, c'est la terre. Parce que la terre, elle se mesure en hectares, elle n'a pas de poids. Et donc la terre n'est pas prise en compte comme une ressource quand on calcule le découplage, quand on calcule la performance économique par découplage par rapport aux ressources, on ignore l'eau, on ignore la terre. Donc c'est une limitation sérieuse. La seconde limitation importante, c'est que quand on calcule le découplage par rapport à la consommation de matière, ou énergie, ça serait mieux, disons, hein, c'est plus compliqué à faire, c'est pour ça que c'est pas fait, mais le problème est le même. On peut dire, nous sommes plus efficaces en termes de consommation, on consomme moins pour une unité de valeur ajoutée, ça on peut le calculer, mais on ne sait pas si c'est suffisant. Le problème, c'est pas seulement de consommer moins, le problème, c'est de consommer ce que l'on peut consommer. Dans certains cas, on peut consommer plus, parce que la nature est généreuse, et dans d'autres cas, même en réduisant notre consommation, on ne réduit pas assez, et on continue à être sur un profil qui va aboutir à un horizon plus ou moins certain à une catastrophe. Donc on voit bien qu'il y a là une limite importante. Un premier pas a été franchi avec les comptabilités de carbone qui ont été mises en place par le GIEC pour mesurer, pour fournir des instruments par rapport au réchauffement climatique et pour soutenir donc des politiques très ambitieuses. Ce qui est important de noter, c'est qu'à ce moment-là, on parle de comptabilité carbone, mais c'est un peu quelque chose c'est une métaphore, c'est pas une comptabilité carbone, c'est une comptabilité de CO2 équivalent, ou d'équivalent CO2. Et c'est le CO2 équivalent, l'équivalence, elle est définie par rapport au réchauffement climatique. Ce sont, en fait, les unités qui sont mesurées, ce sont des unités de contribution au réchauffement climatique. Et tous les mécanismes politiques sont basés là-dessus. Alors, bien entendu, comme le carbone est un élément facile à mesurer dans tout ça, on utilise cette idée d'une comptabilité carbone. Mais c'est une comptabilité équivalent CO2. Et ça, c'est très important, parce que là, on voit bien qu'on commence à toucher à une mesure plus complexe et qui se réfère à une problématique. On voit bien que on commence à mesurer quelque chose qui ressemble à une valeur par rapport au climat. Et là, donc, il y a eu un progrès qui était assez important. Et ensuite, le problème, c'est que le carbone, c'est bien, mais comme j'ai entendu Brice Lalonde le dire il y a quelques mois que j'avais rencontré à New York, le carbone, c'est important, mais ce n'est pas tout. Et bien sûr, il y a la biodiversité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de gérer les bilans de carbone, il ne suffit pas de réduire les émissions de carbone, c'est essentiel, c'est fondamental, mais il faut aussi voir comment les systèmes naturels réagissent à la fois aux pressions qui résultent des changements climatiques, mais aussi aux autres pressions résultant des activités humaines, comment cet ensemble se comporte. Et donc, il faut avoir une vision qui soit plus complète de la relation entre l'économie et la nature. Donc voilà la genèse. Pourquoi on est arrivé à l'idée, ça fait longtemps qu'on y pensait, mais pourquoi on est arrivé à l'idée qu'il était impérieux d'avoir une comptabilité des écosystèmes qui a une dimension économique, mais l'écosystème ne se résume pas à des valeurs économiques, qui a une dimension carbone, qui a une dimension climatique, parce que l'écosystème régule de manière importante le climat, mais l'écosystème ne se résume pas à la dimension climatique.
particulier parce qu'il y a la biodiversité qui est un élément absolument fondamental dans la capacité de l'écosystème à se reproduire, dans la résilience de l'écosystème. Et donc, on avait besoin de cette comptabilité très intégrée. Et la décision donc a été prise d'avoir un volume spécial du SCE, du système de comptabilité économique environnementale, pour la comptabilité d'écosystèmes. Et ce volume a été accepté par la commission de statistique de l'ONU, mais avec une réserve. Alors que la comptabilité traditionnelle, les dépenses, les bilans matières plus ou moins intégrés par branche à la comptabilité nationale, a été acceptée comme un standard statistique international, quand on est arrivé aux écosystèmes, la commission de statistique a dit non, les instituts de statistique n'ont pas la maturité, la capacité, la connaissance pour prendre en charge à court terme ce genre de comptabilité. En plus, il y a plein de sujets qui sont pas encore clarifiés. Et donc, ça a été accepté comme à titre expérimental. Donc voilà la situation telle qu'elle était en 2012-2013, quand il a été donc quand ce système a été accepté. Alors, la question du comment, en fait, commencer par répondre à pourquoi la comptabilité du patrimoine naturel n'a pas été mise en œuvre dans ses recommandations concernant la comptabilité des écosystèmes. La comptabilité du patrimoine naturel avait défini les conditions pour mettre en œuvre cette comptabilité, qui était notamment de créer un répertoire statistique des écosystèmes. Si on veut faire une statistique, il faut des unités statistiques auxquelles on va attacher des valeurs qu'on va mesurer, des valeurs de surface, de poids, d'énergie, de monnaie, de nombre d'habitants, de tout ce qu'on veut. Mais il faut que l'on puisse définir les unités. Et ça avait été fait par la Commission des comptes du patrimoine naturel, notamment parce qu'il y avait à l'époque des travaux d'analyse, d'exploitation, d'interprétation d'images satellites qui ouvraient une piste. Il y avait aussi à l'époque les premiers développements de systèmes d'information géographique avec l'idée d'avoir une base nationale d'information géographique pour les rivières, par exemple, etc. Mais c'était très préliminaire. C'était des systèmes, à l'époque, ça coûtait très très cher. Les systèmes d'information géographique c'était très compliqué. Les ordinateurs étaient ridiculement petits par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, la réalisation d'applications s'est avérée extrêmement problématique. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de suite dans les 10 ans qui ont suivi. Il n'y a pas eu de suite. Mais la réflexion a continué et le cadre comptable a commencé à être mis en place. Et ça a été mis en place en particulier parce qu'au niveau européen, il a été décidé de lancer le programme qui s'appelle Corinne Landcover, qui est le programme de cartographie périodique de la couverture des terres, dont la méthodologie a été à l'origine définie dans le cadre de la Commission des comptes du patrimoine naturel et reprise par la Commission européenne. Et ce programme a fourni rapidement, après un certain nombre d'années, une carte de l'Europe pour 1990, avec une méthodologie standard unique, puis une mise à jour en 2000, une mise à jour en 2006, et maintenant il y a la mise à jour 2012 qui arrive et qui est presque faite. Et ça a beaucoup changé, ça a beaucoup changé de perspective, parce qu'on avait la possibilité de voir déjà les premiers éléments, de faire la première description sur l'évolution des écosystèmes, au moins sur leur dimension de base. Il y a eu ensuite le développement des bases de données hydrologiques, en France, puis dans à peu près tous les pays européens,
l'Europe a mis en place aussi un système de base de données hydrologiques avec les rivières, les bassins versants, permettant de faire des comptes de l'eau spatialisés. Puis il y a maintenant une explosion au niveau des instruments, au niveau des données, des images satellites, des logiciels. Il y a une explosion, une abondance absolument incroyable d'outils et de données qui sont toutes imparfaites, mais qui sont tellement abondantes que quand on commence à recouper, à travailler sur ces données qui sont imparfaites, on commence à voir quelque chose apparaître. Donc les conditions ont énormément changé. Ceci étant, le débat a continué. Et une des questions que l'on peut se poser, c'est pourquoi, finalement, ça a pris pas mal de temps, et pourquoi est-ce que, par exemple, le système de comptabilité économique et environnementale pour les écosystèmes n'est pas allé plus loin dans les recommandations, dans les prescriptions. Pourquoi est-ce qu'il est resté à un cadre finalement très général, très peu pratique, ce qui a motivé une demande de la Convention de la biodiversité d'avoir un guide pratique pour répondre à ces objectifs propres de mise en place de comptabilité pour les écosystèmes et la biodiversité. Oui, la notion de capital naturel est à la fois extrêmement utilisée et extrêmement controversée. Et il y a beaucoup d'acceptions. C'est une notion qui s'est développée progressivement à partir de, je dirais, aux alentours après l'an 2000. Auparavant, on parlait de ressources naturelles, on parlait d'actifs naturels. Alors, on peut dire que le total des actifs, c'est le capital. En France, on parlait de patrimoine naturel, qui est peut-être la meilleure expression de toutes, mais c'est difficile à traduire en anglais. On peut le traduire par patrimony en anglais, mais ça n'évoque pas grand-chose aux anglophones. En allemand, c'est un peu le même problème. C'est vraiment patrimoine, c'est vraiment très latin comme terminologie, et tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais en dehors, c'est très difficile. Donc, petit à petit, l'idée de capital est arrivée. Et je pense qu'il y a eu une conjonction entre cette idée qu'il fallait arriver à décrire l'ensemble de la nature de manière un peu plus intégrée que ce que l'on faisait avant, quand on décrivait côte à côte différents actifs. Je pense que ça, c'était un premier souci. Et puis aussi, il y a un aspect théorique qui a un peu préoccupé les comptables nationaux, qui les préoccupe toujours, qui est le développement et l'implantation dans la comptabilité nationale de la théorie du standard du capital. La théorie standard du capital, c'est une théorie qui est une réponse au fait qu'avec à la fois le développement du progrès technique et le changement de la nature des biens en capital dans le temps, et aussi les fluctuations des prix, les cycles économiques, les bulles, etc. Donc il a été vite compris que mesurer les actifs en comptabilité nationale à leur valeur de marché était très difficile, d'une part, que d'autre part, arriver à décrire correctement la consommation de capital fixe, si on veut calculer le revenu national à partir du produit intérieur brut, était très difficile dans la mesure où le remplacement se faisait avec des produits, des systèmes ayant des caractéristiques très très différentes. Et le problème au niveau des comptabilités d'entreprise étant le calcul de la fair value en anglais, c'est-à-dire que la valeur sincère, la valeur sincère du capital d'une entreprise dans le cadre de transactions financières, par exemple. Et cette conjonction, donc à cette conjonction de préoccupations, les économistes, je dirais,
dans la tradition de l'économie néoclassique dominante, très très dominante, ont répondu en disant que finalement, la valeur du capital, c'était la valeur des services que le capital peut rendre. Donc actualisé dans le temps, hein, puisque bien sûr les services qui sont rendus dans 10 ans ont moins de valeur aujourd'hui que les services qui sont rendus aujourd'hui. Donc c'est des problèmes d'actualisation très classiques. Mais il y a eu cette équivalence qui a été définie entre le capital et la valeur nette actualisée du capital. Et avec des travaux qui continuent d'ailleurs pour essayer de calculer, avoir une meilleure estimation de la productivité du capital, de différentes formes de capital, de comparer, etc. Cette théorie a eu un écho dans la révision du système de comptabilité nationale de 2008. Il y a un chapitre 20 qui est consacré au service du capital et qui propose, alors c'est une proposition, très peu de pays le font, les Pays-Bas le font, il y a peut-être les États-Unis probablement, bien qu'ils ne s'appliquent pas le système de l'ONU, c'est pour ça que je dis probablement, mais ils ont beaucoup inspiré cette solution qui est une construction, qui est une modélisation, qui est une construction qui repose sur tout un ensemble d'hypothèses et qui n'est pas quelque chose de mesurable. Alors la consommation de capital fixe aussi n'est pas quelque chose de directement mesurable, c'est aussi un calcul. Mais bon, l'investissement, par contre, la formation de capital fixe, normalement est mesurée par des transactions. Et donc là, il y a toujours un débat dans la comptabilité nationale pour savoir jusqu'où on va dans cette voie de calcul. Et je pense que ça a beaucoup influencé je dirais, les économistes verts qui ont développé à peu près, c'est peut-être une coïncidence, mais je ne crois pas que ce soit une coïncidence, qui ont développé ce concept de service des écosystèmes, à peu près dans la même période où il y avait cette idée de développement de services du capital, et qui ont dit, voilà, les écosystèmes fournissent des services, et donc les écosystèmes peuvent être considérés comme un capital. Voilà, donc c'est une analogie, une métaphore, mais qui est, telle que c'est formulé, qui prête à beaucoup de confusion. Alors, il y a eu des travaux très intéressants qui ont été faits, notamment l'évaluation du millénaire, l'évaluation des écosystèmes du millénaire, le Millennium Ecosystem Assessment, qui était vraiment basé sur l'évaluation des services du capital naturel écosystémique. Et il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits depuis Constanza. Je pense que tout le monde connaît Constanza. Ça a eu un succès éditorial considérable. En 1997, il a calculé la valeur des services des écosystèmes pour un montant qui correspondait à 3 fois le montant du produit intérieur brut. Il y a eu d'autres travaux menés par la Banque mondiale sur le calcul de la richesse totale des nations, donc incluant la richesse écosystémique calculée selon les mêmes principes. Des travaux très sophistiqués de Partha Dasgupta, Karl Goran Mahler, Brian Walker, pour citer des noms d'économistes de premier plan, Kenneth Arrow, le prix Nobel d'économie, pour calculer la valeur inclusive du capital. Alors, il se trouve qu'à ce moment, il y a aussi une autre conjonction qui est que il a commencé à avoir des doutes sur ce qu'apportait la mesure de la richesse économique toute seule, hein, de la economic wealth de manière restrictive. Il y a toujours des doutes aujourd'hui, et le directeur général d'Eurostat, par exemple, explique qu'en gros, ça ne sert à rien, et qu'en 2008, il y a eu la démonstration que les instruments ont été incapables de fournir les bonnes réponses, et peut-être même ont fourni des mauvaises réponses, parce que la question était peut-être mal posée. Mais bon, en tout cas, là, il y a eu cette idée qu'il fallait compter le capital naturel, et puis aussi le capital humain, et aussi le capital social, et puis le capital institutionnel. Il y a eu une espèce d'accumulation pour arriver à ces idées de capital total, ce concept de la Banque mondiale,
capital inclusif. Ce n'est pas très différent, c'est plutôt dans les détails qu'il y a des problèmes de formulation. Et donc l'idée, c'est qu'on pouvait considérer la nature comme un capital. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement, qui a été accepté par beaucoup comme étant le moyen de légitimer la protection de la nature, de montrer que la protection de la nature rapportait beaucoup à la société, rapportait beaucoup à l'économie. Mais bon, là, je vais rentrer dans la discussion de la métaphore. C'est que cette métaphore est largement biaisée. Elle a des hypothèses sous-jacentes qui vont dans un certain sens, qui est que finalement, la valeur des choses ne peut se définir qu'en relation avec les valeurs de marché. Et ça, c'est pas un postulat scientifique, c'est un postulat idéologique. Mais sur la base de ce postulat présente un grand avantage, c'est que quand on veut agréger, quand on veut produire des données synthétiques, il faut une unité de mesure commune. Et l'argument qui a été avancé, c'est de dire la monnaie est une mesure de valeur universelle. Donc cet argument a été énormément discuté, est toujours discuté, mais a été discuté sans arriver à des conclusions, parce que, bien entendu, il n'y a rien en face. Pour arriver à des conclusions, il faut pouvoir dire on ne prend pas cette valeur, mais quelle valeur on prend à la place? Comment on fait? Donc les critiques qui ont été formulées sont par aussi d'éminents économistes, sont soit de nature, enfin sont de nature politique, mais aussi économique. Je pense qu'il y a deux aspects à considérer. Le premier aspect, c'est que cette terminologie, cette métaphore du capital naturel recouvre deux réalités différentes, deux visions différentes. La première vision, c'est la vision d'une extension du champ de l'économie ou une extension du champ de la comptabilité nationale vers des éléments qui échappent pour les faire rentrer dans le cadre de raisonnement et de décision économique pour qu'ils soient pris en compte avec une valeur de marché, bien entendu. Ça, c'est une première vision. Et elle a des inconvénients qui sont sérieux sur lesquels je vais revenir. La deuxième vision, c'est de dire le capital naturel peut être à la fois privatif, le propriétaire d'une mine ou ça peut être un État qui peut être propriétaire de nappes de pétrole, par exemple, etc. Mais il y a un propriétaire au sens du capital, des actifs de la comptabilité nationale. Il peut être privatif, géré pour le profit, etc. Et en même temps, il peut être un bien public. C'est-à-dire que le bien public, ce n'est pas seulement quelques forêts primaires inaccessibles, ce n'est pas seulement des océans qui sont hors de tout contrôle, de tout règlement international, c'est tout élément du capital naturel est à la fois privé et public. Il y a une dimension publique. Par exemple, quand il y a une forêt, les arbres de la forêt, la forêt en tant qu'instrument de production de bois, c'est un capital qui appartient aux forestiers. L'Amazonie appartient au Brésil. Il n'y a pas de doute là-dessus. On ne peut pas dire qu'aux Brésiliens qui ne sont pas propriétaires de leur pays. Mais dans le même temps, c'est un bien public. L'Amazonie, c'est un bien public international, mais si on veut rester au niveau plus habituel de raisonnement dans un cadre national, on va avoir des propriétaires qui vont pouvoir exploiter
leurs biens sous contrainte, hein, sous contrainte de ne pas dégrader le bien public. Et s'il n'y a aucune mesure qui est prise, bien entendu, la dégradation du bien public va intervenir, et ça s'appelle une externalité en économie. Externalité, ça veut dire, pour reprendre l'expression d'un ministre norvégien, ça veut dire, qui disait, le problème général que l'on a, c'est que les bénéfices sont privés et les coûts sont publics. Donc on est dans une situation de ce type-là. Et je pense qu'il faut bien faire la différence, parce que si on ne fait pas la différence, on va se retrouver dans certains cas avec certaines idées que l'écosystème, c'est juste ces choses qui sont en dehors de l'économie, par exemple. Hein, alors, il y a des services comme la beauté des paysages, les choses qui n'ont pas de vraie valeur marchande, qu'on peut monétiser si on veut faire bien, mais c'est en dehors du monde. Et puis, il y a les choses sérieuses. Et les choses sérieuses, c'est l'économie, c'est pas l'écosystème. Donc, c'est deux visions qui sont très différentes. Alors, quand on est dans cette vision utilitariste de la nature, il y a des problèmes qui sont posés et qui sont des problèmes sérieux, qui sont posés par les méthodes qui sont proposées. Donc, ces méthodes, leur justification, c'est qu'elles sont cohérentes avec la théorie néoclassique. Un point important de la théorie néoclassique, c'est que le système ne marche que dans des conditions de concurrence pure et parfaite, de marché parfait, d'information des acteurs économiques, les choses qui sont répétées à longueur d'articles économiques. Hein. Et ces conditions, c'est les conditions qui n'existent pas. Donc il y a un ensemble de raisonnements de type microéconomique qui est généralisé et qui conduit à faire des calculs qui ont des biais qui sont importants. Par exemple, il y a un problème qui avait été soulevé par Norgaard, c'est que quand on a qui critiquaient Constanza à propos du fameux article de 1997 que je citais, mais on pourrait critiquer l'ensemble de ces calculs économiques, c'est que on peut faire des calculs économiques de type micro, de type analyse coût-bénéfice. Et donc là, on va calculer les valeurs, on va essayer de comparer quelle est la valeur de deux projets, essayer de voir ce qui coûte le plus ou moins cher, qui est le plus ou moins avantageux. Mais bien entendu, quand on veut additionner des calculs de ce type, on est dans une situation extrêmement problématique, parce qu'on va se retrouver à faire des doubles comptes. Si on prend en compte séparément chacun des services de l'écosystème, qu'on le valorise et qu'on fait le total, bien entendu, ça n'a plus beaucoup de sens. Hein. Mais il y a d'autres problèmes qui vont peut-être dans un sens différent, qui est qu'à un certain moment, on va directement ou indirectement calculer des valeurs économiques en référence à des prix de marché existants. Hein, elles ne sortent pas d'un chapeau comme ça. Même si on fait des évaluations contingentes, on fait des interviews, et les gens se réfèrent à des choses qu'ils connaissent. Mais ces prix de marché existants ignorent la nature. Ils ne la prennent pas en compte correctement. Donc on se réfère pour mesurer la nature à des prix de marché qui ne prennent pas en compte la nature. Donc c'est un autre niveau de contradiction. Maintenant, quand on regarde la valorisation, donc classique, standard, qui est recommandée par le système de comptabilité de l'ONU pour la valorisation des actifs dans le volume qui s'appelle le cadre central, le premier volume du SCE, il est recommandé d'utiliser la valorisation comme étant une évidence. Mais si on se pose le problème, par exemple, un problème qui était posé par un économiste russe qui est responsable des rapports sur les ressources naturelles à l'Institut russe de la nature, et qui faisait cette remarque, il disait, voilà, on a des forêts en Sibérie qui sont inaccessibles. Les exploiter, avant longtemps, on les exploitera pas, parce que les coûts de transport, elles sont trop loin. Donc pour nous, le bénéfice futur actualisé, il est très proche de zéro. Mais dans le même temps, ces forêts, on les surveille parce qu'on veut protéger
on veut protéger les tigres, on veut protéger la biodiversité. Et ça a un coût. Alors on a une tradition de surveillance de nos forêts, et le coût est assez important. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons un coût annuel net. On n'a pas de bénéfice, on a un bénéfice négatif. Donc si on fait l'actualisation sur 20 ans, 30 ans, selon les méthodes qui sont recommandées de nos dettes, on arrive à dire que ces forêts ont une valeur négative. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Donc voilà le premier élément, et bien entendu, il y a beaucoup plus à discuter. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on accepte l'idée qu'en fait, une forêt a deux dimensions, hein, c'est un capital productif et c'est un bien public. Donc, cette situation, soit dit en passant, elle n'est pas exorbitante des choses que nous connaissons. Hein. Quand on construit une maison, quand on doit respecter des normes d'urbanisme, quand on conduit sa voiture, on roule à droite ou à gauche selon les pays, il faut respecter le code de la route. Il y a des limitations à l'utilisation dans le domaine public ou en relation avec le domaine public, dans l'utilisation de biens privés. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inventé pour la nature, c'est comme ça. Donc si on fait cette distinction entre les deux, on arrive à l'idée qu'il va falloir mesurer différemment une autre valeur. Pas seulement on a la valeur monétaire qui est donnée par les règles économiques usuelles, qu'on peut améliorer, discuter, tout ce qu'on veut. Mais peut-être que la forêt, d'un point de vue économique, la forêt sibérienne, ou une partie de la forêt sibérienne a une valeur négative, c'est possible, mais certainement pas du point de vue de la valeur écologique, cette autre valeur. Donc voilà le problème qui est posé et qui n'a jamais été tranché. Et de manière très explicite, d'ailleurs, les auteurs du SEA écosystème disent nous n'avons pas à traiter des questions d'agrégation parce qu'il n'y avait pas un consensus suffisant. Alors, soit dit en passant, ils auraient pu le faire parce que cette question a été posée dans le cadre du développement des comptes environnementaux à l'Agence européenne pour l'environnement. Elle avait été posée de manière très explicite depuis le milieu des années 2000. Et il y a eu même une publication, un guide méthodologique en 2011, c'est-à-dire avant le démarrage des travaux du SEA écosystème, où il y avait des méthodes qui étaient proposées. Donc je dirais en gros, c'était peut-être le chaînon manquant dans les comptes du patrimoine naturel. Le patrimoine naturel proposait des comptes, mais ne proposait pas de méthode de calcul d'une valeur écologique, qui était peut-être qui était certainement un des points faibles. Donc une méthode avait été proposée et qui n'a pas été acceptée avec pour conséquence que si on a en fait une comptabilité sans unité de mesure commune, quel genre de comptabilité fait-on? On fait des tableaux, on fait des bouts de compte, mais on ne fait pas vraiment une comptabilité. Et quand on prétend s'adresser à l'écosystème, on est dans la difficulté. Quand on regarde les ressources naturelles une par une, on peut regarder ce que l'économie en fait. Donc, la cohérence du système de comptabilité nationale permet de justifier la manière dont on va traiter des informations partielles, parce qu'elles sont intégrées dans la comptabilité nationale. Mais si on regarde les choses du point de vue de l'écosystème, on a besoin d'avoir une approche intégrée. Donc c'est ça qui a été développé d'abord à l'Agence européenne pour l'environnement, qui a fait l'objet de quelques tests, dont un test avec une publication à l'île Maurice, de comptes complètement expérimentaux, mais avec un calcul de la valeur écologique, et qui a été accepté à titre de contribution au progrès de la comptabilité des écosystèmes et de la biodiversité. Ça a été accepté par le secrétariat de la Convention sur la biodiversité. Ce n'est pas une norme, hein, c'est une méthode. Alors comment est-ce qu'on fait? Le problème, c'est que par quelques bouts qu'on s'y prenne, c'est très compliqué d'agréger des données physiques.
la comptabilité du capital, la comptabilité écosystémique du capital naturel, pour dire les choses par leur nom. Cette comptabilité écosystémique est une simplification. Son objectif, c'est de produire à la fin un bilan écologique, de calculer la valeur écologique des écosystèmes, qui est définie comme leur capacité soutenable, oui, je préfère dire soutenable que durable, excusez-moi de dire ça dans le cadre du ministère de l'Environnement, mais je pense que le terme soutenable est français en fait, hein, comme on parle d'une ville qui soutient un siège, on aurait pu garder cette expression de soutenable, mais peu importe. Donc c'est cette capacité de l'écosystème à fournir de manière qui se reproduit dans le temps, hein, de manière indéfinie, de fournir ses services. Et donc le problème est de dire comment est-ce qu'on va mesurer ça. Il y a deux façons de faire. Il y en a une qui est de dire on va suivre le modèle standard du capital et on va mesurer les services en unités physiques et puis après on va en faire quelque chose. Je pense que mesurer les services du capital écosystémique en termes physiques, c'est très important, c'est très intéressant. Les travaux qui sont faits au niveau européen dans le cadre de MAES sont très intéressants. Ce qui est fait dans le cadre d'EFES en France est très intéressant. Mais il faut bien voir qu'agréger des services écosystémiques aussi différents que la production de nourriture, l'eau fraîche et pure des rivières, la protection contre les crues par les forêts, et la pollinisation, et puis etc. Comment fait-on? Mystère. À mon avis, ce n'est pas agrégeable. Donc il faut l'accepter, que ce n'est pas agrégeable, et et que ce n'est pas finalement important. Ce qui est important, c'est de les mesurer, de mesurer les plus importants d'entre eux. Mais ce qui compte finalement, c'est de pouvoir décrire le système lui-même. Et ce système lui-même, on peut le décrire sans connaître les services qu'il va fournir. D'ailleurs, certains de ces services, on n'en sait rien. On ne sait pas ce que les générations futures voudront utiliser dans certains cas, hein, des services de l'écosystème. On ne sait pas. Mais on n'a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de décrire la résilience du système, sa capacité à s'adapter, sa capacité à continuer à fonctionner. Et c'est ça, et ça c'est suffisant comme mesure du capital écosystémique. Alors comment est-ce qu'on fait cette mesure du capital écosystémique? Il y a une objection qui a été faite à maintes reprises, c'est de dire les écosystèmes c'est très compliqué. Donc on n'y arrivera jamais. Non, bien sûr c'est très compliqué, mais une voiture c'est très compliqué. Et quand vous voulez acheter une voiture, vous comparez 3 ou 4 voitures, vous ne comparez pas les catalogues de pièces détachées qui ont servi à faire les voitures. Vous regardez des études comparatives où on va vous parler de la puissance du moteur, du volume du coffre, du système de freinage, etc. Avec un petit nombre de variables, on peut décrire un système complexe. Donc l'idée, c'est essayons de faire comme ça. On va travailler sur un petit nombre de variables. Et l'idée, c'est d'avoir 3 variables. Une variable, c'est le carbone écosystémique. Et le carbone écosystémique, c'est le biocarbone, plus le carbone de l'atmosphère, disons. Hein. Donc et ça exclut le carbone fossile qui n'est pas dans l'écosystème. L'atmosphère est considérée comme un écosystème, le système atmosphère-océan. Ensuite, il y a l'eau. Ensuite, il y a tous les services intangibles que l'on ne sait pas quantifier en termes de bilan que l'on peut établir directement, comme on peut faire un bilan d'eau, on peut faire un bilan de carbone. On ne sait pas faire pour les services intangibles, on sait simplement que leur fourniture par l'écosystème est en relation directe avec le bon état de santé de l'écosystème. Si l'état de santé de l'écosystème, une partie de ces services va disparaître ou va se dégrader. Donc c'est l'hypothèse qui est faite, et donc on a 3 blocs. Et ensuite, le raisonnement est de dire il y a deux types de
de composantes si l'on veut essayer de calculer une valeur écologique, donc qui est une modélisation, qui est la création d'un indice composite. Il y a une composante qui est la soutenabilité de l'utilisation de la nature. On sait que l'écosystème, on peut l'utiliser jusqu'à un certain point. Il y a un surplus. Il y a une partie de la production primaire nette, par exemple, qui doit être consommée par l'écosystème lui-même pour sa propre survie. Et puis, il y a un surplus. Donc, tant qu'on utilise le surplus, c'est bien. Quand on utilise plus que le surplus, c'est pas bien. Donc, il y a une idée de calculer quelle est la ressource qui est réellement utilisable. Pas seulement la ressource disponible, que l'on pourrait utiliser, mais en faisant des dégâts, mais la ressource qui est accessible, celle qui est réellement utilisable. Ça, c'est une première partie du raisonnement, et on le fait pour ces trois grands composants, hein, le carbone écosystémique biomasse, l'eau et tous les services d'infrastructures vertes, je ne sais pas comment on peut les calculer, services systémiques. Hein. Ensuite, il y a des éléments qu'on n'arrive pas à prendre en compte directement, qui tiennent aux interactions, qui sont du type qualitatif, qui tiennent à des phénomènes qui vont échapper à la quantification simple. Ces éléments, on peut les intégrer dans un diagnostic médical. Donc on va avoir des indicateurs très quantitatifs et on va rajouter d'autres symptômes de la même manière qu'un médecin fait un diagnostic. Donc on va regarder la santé de l'écosystème, on va calculer comme ça. Et ensuite on va s'intéresser à la variation de ces éléments. Et quand on arrive à ce stade, on arrive à créer trois fois deux index, quantitatifs, qualitatifs. Et ces index sont des index qui vont être des index sans dimension. C'est-à-dire on part d'une année de référence, d'une valeur de référence, et ensuite on va regarder comment ça évolue dans le temps. Et là, on est en train de créer une nouvelle monnaie. On crée une monnaie qui est appelée dans le rapport, dans les guides publiés par la Convention sur la biodiversité, écosystème capital unit. Écosystème capital unit, ça fait EQ, hein, si on prend l'acronyme. On calcule en fait une valeur unitaire. Donc ce n'est pas un prix, puisqu'il n'y a pas de marché stricto sensu, mais c'est équivalent à un prix, comme une valeur unitaire en comptabilité est une estimation du prix à partir des composants du prix. Donc voilà l'idée qui est de calculer ce prix. Et alors ce prix, ça va être très intéressant parce qu'il va refléter dans un seul chiffre des dimensions quantitatives et qualitatives, des dimensions qui sont afférentes à la biomasse, à l'eau et aux services fonctionnels, à l'intégrité des territoires, à la biodiversité, dans un seul chiffre. Une fois qu'on a ce prix, il faut le rattacher à un stock, il faut le rattacher à des flux, et ça c'est la partie quantitative du bilan qui va le donner. Et il faudra choisir, soit on le rattache à la biomasse, soit on le rattache à l'eau, soit on le rattache aux écosystèmes traités d'un point de vue fonctionnel, en gros c'est les écosystèmes en termes de surface, en termes de linéaire, etc. Donc il faut faire le choix, et on peut faire les trois, mais ça ne va pas donner des résultats équivalents. Et ce qui est recommandé, c'est de considérer que le pivot soit le compte du carbone, et soit le compte du carbone pour des raisons évidentes. Le carbone a des dimensions multiples, c'est l'énergie, c'est la nourriture, c'est lié au changement climatique, etc. Et donc on commence à aller vers une intégration complète du système en faisant ce calcul en écu. De manière concrète, prenez un programme de reforestation de type RED qui va être mené avec, disons, des eucalyptus. Une essence à croissance rapide dans un pays qui n'est pas un pays où l'eucalyptus est une espèce native. Donc on sait que l'eucalyptus, ça consomme énormément d'eau, ça croît très vite, ça fait beaucoup de biomasse, ça séquestre beaucoup de carbone, ça consomme énormément d'eau, et c'est très très pauvre. Les forêts d'eucalyptus en Afrique, par exemple, sont très très pauvres en biodiversité. Donc une mesure simplement en carbone
va vous décrire un succès avec la croissance de votre forêt. Une mesure en écu, donc en unité de capacité. La capacité, c'est la capacité soutenable, hein, c'est la capacité vue avec un horizon de temps. Donc la mesure de cette même forêt, de la croissance de cette forêt en écu, peut vous donner une valeur négative. Donc voilà l'idée, c'est d'avoir un indicateur qui va être sensible à trois dimensions essentielles de l'écosystème. Comme je l'ai expliqué, l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle peut s'appliquer à tout type d'écosystème, elle peut s'appliquer à différentes échelles, et elle va conduire à établir un compte pour l'écosystème qui va décrire différentes choses telles que la détérioration de l'écosystème du fait de multiples facteurs, la part de la détérioration qui est imputable aux activités humaines, en particulier à l'économie, qui est appelée la dégradation. L'écosystème n'est pas décrit de manière isolée, donc il y a la part de la dégradation qui est infligée aux autres écosystèmes, par exemple dans le cas d'un bassin versant, un écosystème amont peut infliger une pollution à un écosystème situé plus en aval, où il y a des problèmes d'interaction entre des écosystèmes voisins, où il y a les problèmes qui sont liés à la protection contre les crues, qui est une relation aussi à l'intérieur du bassin versant, mais également la relation à l'atmosphère. Hein. L'atmosphère est un écosystème dont la qualité a été définie par le GIEC en termes d'une température maximale permettant de continuer à mener les activités humaines comme on a l'habitude, en gros, hein, qui est de 2 degrés, correspond à des concentrations. Et donc, on peut traiter, intégrer les choses de cette manière-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait ça, on a une mesure de la responsabilité environnementale, donc en écu, en unité physique. Donc ça, c'est un premier niveau qui est important parce que, ayant une mesure de cette responsabilité, on peut établir un bilan. Alors j'ai parlé des aspects négatifs, c'est toujours plus facile de parler des aspects négatifs, mais le bilan peut comprendre aussi des aspects positifs. On peut imaginer qu'un pays qui a beaucoup des terres abondantes, par exemple comme le Burkina Faso, dont on a parlé récemment, mais Burkina Faso entreprend un programme de reforestation. On peut imaginer que ce programme de reforestation soit inscrit en élément positif, en crédit dans son bilan. Les crédits et les débits écologiques, ça existe dans le protocole de Kyoto, hein. C'est calculé de la même façon. Il y a des similarités. Les méthodes de calcul ne sont pas les mêmes. Quand on est dans une approche écosystémique, on va s'intéresser aux conséquences de la demande. On va s'intéresser aux flux incorporés. On va s'intéresser aux flux incorporés, comment on dit, aux empreintes écologiques, hein, aux empreintes carbone, à l'empreinte eau, aux empreintes sur la biodiversité des pays d'origine. On va s'intéresser à ça, alors que du point de vue jusqu'à présent, je pense et j'espère que ça va évoluer, l'approche du GIEC est plutôt une approche production. Hein, on regarde plutôt quels sont les producteurs responsables. Ce n'est pas vraiment relié pour l'instant ou insuffisamment relié à la consommation. Mais donc on a un bilan écologique du même type. Et une fois qu'on a ce bilan écologique, on peut se poser on peut revenir aux questions économiques, mais en d'autres termes, savoir combien il faut payer pour restaurer, qui doit payer, si les gens ne veulent pas payer, quels sont les montants des taxes qui sont nécessaires pour avoir les objectifs qui sont définis en écu,
quel est le montant des coûts de restauration, de remédiation, les coûts d'opportunité de ne pas faire telle ou telle chose, etc. Donc on revient à un ensemble de calculs économiques qui se justifient par rapport au bilan écologique d'ensemble, mais qui n'impliquent pas de donner une valeur économique à la nature. Au contraire, ce qu'on veut mesurer là, c'est d'abord les coûts de maintien, c'est-à-dire mesurer quelle est la responsabilité des acteurs économiques par rapport à la nature. Le juge de paix étant toujours la mesure en écus, parce qu'il se peut que l'on calcule à un certain moment, que l'on calcule des coûts, des compensations, etc., qui ne sont pas nécessaires. La nature a des capacités à se restaurer elle-même dans certains cas. Dans certains cas, ça peut être très bon marché de restaurer la nature, et dans d'autres cas, ça peut coûter plus cher que les estimations qu'on peut faire. Mais vous voyez, on rentre dans une nouvelle dialectique entre le bilan en écus, qui est l'instrument de vérité, parce que ce que l'on veut, c'est la soutenabilité forte, c'est la soutenabilité de la capacité de l'écosystème, et puis les calculs économiques, qui est la responsabilité de l'économie, combien l'économie doit réinvestir pour maintenir ce potentiel du capital naturel. Et là, on retrouve la comptabilité nationale. On était parti, vous vous souvenez, au début, on parlait du PIB vert. Et là, on retrouve une autre idée, qui est défendue par André Vanoli depuis longtemps, qu'il y a des coûts non payés. Et ces coûts non payés, ce sont des coûts qui devraient être ajoutés à la demande finale, ajoutés à la consommation finale. Et ce n'est pas une idée qui est complètement je ne sais pas comment dire, ésotérique. C'est une idée qui est très pratique. On a un exemple frappant depuis une dizaine d'années. On voit se développer les systèmes de fair trade, les systèmes de prix équitables. Et on voit dans les boutiques des produits identiques qui ont des prix différents selon qu'ils ont été produits de manière équitable ou organique, etc. Mais donc il y a l'idée qu'un même produit va comprendre la totalité de la valeur, il est équitable, ou s'il est produit de manière non équitable, donc que son prix n'est pas le prix complet, parce que le produit équitable est toujours un peu plus cher. Donc c'est une idée, je pense, qui est finalement bien acceptée par le public, ça s'est développé de manière assez spontanée, et je pense que on pourrait introduire ça dans la théorie économique. Alors, le dernier point, les services. Du point de vue de la valorisation des services. D'abord, la quantification des services écosystémiques, donc qui ne sont pas additifs, ça, je pense que ça doit être bien compris. Cette quantification ne peut pas être exhaustive pour des raisons évidentes. Elle va se concentrer sur quelques services importants. Et là, on peut imaginer du calcul économique sur une base d'études coût-avantage, mais plutôt un calcul économique sectoriel de type plutôt plus micro que macroéconomique, qui n'est pas destiné à être intégré dans une comptabilité nationale plus générale, mais qui peut avoir un intérêt notamment au niveau de la gestion de situations particulières. Il y a eu un tournant dans toutes ces questions, il y a eu un tournant avec la publication d'un manuel qui a non seulement clarifié la question de la comptabilité écosystémique du capital naturel, mais qui contient aussi un ensemble de guides pratiques qui permettent de mener des tests. Je pense que si on veut progresser, on peut présenter des idées, mais à un certain moment, il faut présenter des résultats, et sur la base de ces résultats, avoir un dialogue avec les politiques. Et je pense que si on est capable de mener des opérations dans un certain nombre de pays, je pense qu'on devrait pouvoir commencer à voir
quelle est la portée pratique de cette comptabilité. Ça peut aller très loin. Si on se laisse aller à rêver, on peut imaginer qu'on peut arriver à aider à, peut-être pas unifier, mais à mieux coordonner les aspects carbone et les aspects biodiversité du changement climatique. On peut même imaginer que ça ait des répercussions au niveau du système financier, parce qu'en fait, quand on ne paye pas ce que l'on consomme, on fait des dettes. Quand on fait des dettes, on prend des risques. Quand on prend des risques, on affaiblit sa situation financière. On peut imaginer que les agences de notation, par exemple, intègrent à un certain moment la situation, le bilan en écu des pays, des entreprises, et que ça ait une influence au niveau financier. C'est-à-dire qu'une entreprise qui accumulerait systématiquement des dettes en écu se retrouverait pénalisée et devant payer des taux d'intérêt plus élevés. On peut imaginer que tout ça est pris en compte de manière systématique au niveau du système monétaire international. On peut imaginer des choses qui vont très loin. Je ne suis pas le premier à le dire. Il y a eu si on remonte dans l'histoire, dans les années 50, Pierre Mendès France, qui était à l'époque l'un des gouverneurs du Fonds monétaire international, avait proposé d'avoir dans l'échantillon monétaire international, pour contrebalancer le poids excessif du dollar, il avait proposé d'avoir un échantillon de 25 matières premières de base qui auraient été régulées, et ce qui aurait permis de donner des garanties sur leur monnaie aux pays en développement dépendant des ressources naturelles. Donc ça, c'est une idée qui est dans l'air depuis longtemps. Et à l'époque, bien sûr, de Mendès France, on ne parlait pas trop des écosystèmes. Mais aujourd'hui, on pourrait revisiter cette idée et voir en quoi, en fait, c'est un problème de responsabilité par rapport à la nature, au système qui nous fait vivre. Et on pourrait très bien imaginer que ça soit pris en compte dans les systèmes monétaires. Récemment, il y a eu des propositions qui ont été faites, qui ont été mises sur la table par des économistes comme Pierre Calam ou Michel Aglietta, de prendre en compte le carbone aussi comme une monnaie internationale. Je pense qu'il y a pas mal de réflexions qui vont dans ce sens-là et qui ont une certaine légitimité, à mon avis. Jusqu'à présent, en ce qui concerne l'écosystème biodiversité, il n'y avait pas de cadre comptable opérationnel. Il y en a un aujourd'hui qui est très imparfait. Il n'y a aucun doute que c'est le premier de son genre. Il pourrait être critiqué, amélioré, tout ça, mais il a le mérite d'exister et des applications qui sont en train de se développer. Quand 5, 10, 12 applications auront vu le jour, je pense que ça donnera une base pour une nouvelle réflexion qui peut montrer la portée de cette comptabilité.